Mélodie, coucou, Bonjour. comment tu vas? Bah, ça va super, je suis trop contente d'être là. Eh bah, vraiment merci, c'est un immense plaisir. Ce que tu fais, c'est d'utilité publique, donc c'est vraiment un grand, grand plaisir que tu sois ici pour en parler et nous expliquer, au final, ce que tu fais, parce que c'est un grand mystère que je donne, que je vais lever tout de suite. Donc tu es au Théâtre de l'Œuvre avec Zourou, que je prononce bien, Oui, très bien. parfait, une pièce sur le handicap dont tu es la metteuse en scène. C'est une pièce qui est inspirée de ta sœur, atteinte de déficience intellectuelle et d'un trouble du langage. C'est quoi ton intention avec cette pièce? J'ai eu envie d'ouvrir, aux spectateurs et spectatrices le quotidien d'une famille avec, un enfant justement en situation de handicap et voir comment, tout le monde évolue autour de cette personne-là. Comment on arrive à communiquer quand la personne n'a pas les mots, comme toi et moi. Comme c'est mon histoire familiale, moi ça fait longtemps que j'avais envie de l'écrire et de me dire, qu'est-ce que je peux amener, comme autre regard sur cette différence-là et comment on peut aussi, amener à une forme de tolérance et de bienveillance sur la différence parce que ça fait toujours peur. Donc voilà, on parle des aidants, on parle de comment il y a 1000 façons de communiquer autres que la parole et comment on peut très vite comprendre aussi ce que les personnages ressentent, sans les mots, enfin au-delà même des mots. Donc voilà, c'était important pour moi de mettre une petite lumière sur ça, d'ouvrir ce quotidien et on le referme après 1h10 et chacun a pris, ce qu'il voulait, de cette famille. Une petite lumière qui est plutôt une grande lumière sous énormément de nuances, comme tu viens de le dire. On va y venir au cours de cette interview, mais avant d'y venir, j'aimerais, du coup, si tu es d'accord, revenir sur un de tes grands engagements, qui est, la protection des femmes et la lutte contre les violences, faites aux femmes. Ça te va d'en parler? Bah, bien sûr, Super. oui, j'ai une association qui s'appelle Derrière le rideau, que j'ai créée et fondée en 2021, qui lutte contre les violences dans le milieu du spectacle. Violences, harcèlement, milieu Ouais. du spectacle et audiovisuel. Il s'avère enfin, effectivement, 99 des personnes qui viennent vers moi sont des femmes. L'idée, c'était aussi de sortir de ces banalisations qu'on a pu avoir dans notre, cher et tendre milieu où les violences sont vraiment très communes. On le voit avec le mouvement MeToo. Mmh. Donc, c'est à la fois un podcast où les gens peuvent témoigner anonymement, j'ai des ateliers thérapeutiques orchestrés par une, psychiatre et une, psychologue pour justement aider les victimes à s'en sortir, à les accompagner au mieux, qu'elles se sentent moins seules et entendues et crues. Il y a aussi une permanence juridique, tenue par, Vinciane Jacquet qui est avocate, pour justement aider à accompagner les victimes si elles souhaitent porter plainte ou si simplement elles ont des questions sur leurs droits. Et je fais de la prévention dans les écoles de spectacle aussi pour apprendre, aux élèves à qui on dit, il faut toujours dire: «Oui, mets-toi à nu» pour le spectateur ou la spectatrice ou le metteur en scène, de dire: «Non, en fait, tu as le droit au consentement, c'est même primordial» et voilà, ça c'est, je crois, un des trucs que je préfère faire et la prévention dans les écoles et sinon là, j'ai créé pour la première fois un festival qui s'appelle le festival Plus forte ensemble qui a eu lieu il y a 2 semaines à la Nouvelle Scène, où l'idée c'était sur toute une semaine avec des tables rondes, des ateliers, des performances artistiques, d'inviter à s'interroger sur, cette place des violences, dans le milieu du spectacle et comment on peut arriver à bout de ces choses-là et donc distribuer plein d'outils, peu importe que tu sois, témoin ou que tu sois technicienne, que tu sois, directeur, de casting ou spectatrice même, savoir quelle est ta façon d'agir pour amener une forme de responsabilité enfin rappeler la responsabilité individuelle et collective. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai une amie qui me dit: j'ai une amie qui a passé un casting avec ce mec-là, elle le sent pas, elle a des doutes, est-ce que, tu as des choses sur lui? Et là, pour le coup, c'est ma responsabilité vraiment et là, c'est légalement, c'est-à-dire que si je ne dis rien, c'est non-assistance en et qu'il se passe quelque chose, c'est non-assistance en personne en danger. Donc en fait, c'est ma responsabilité parce que j'ai eu des victimes directes de telle personne de dire: «Excuse attention», Ouais. sans dire, «J'ai eu tant de témoignages» ou «J'ai telle personne à qui il est arrivé ça», juste dire: «Fais attention, j'ai entendu des choses pas nettes sur cet homme-là, soit tu vas si déjà ta première alerte qui te dit: «Je ça sent pas bon», moi je d'instinct je te dirais: «N'y va pas». Mais après si tu as envie, voilà, je t'avertis juste que, j'ai ça sur lui, donc fais attention. Donc là, pour moi, c'est là où il y a un intérêt à savoir, c'est d'informer et de vraiment aussi pareil et revenir sur cette responsabilité, c'est ma responsabilité de t'informer. Après, c'est ta responsabilité de savoir si tu y vas ou pas. Parce qu'on est aussi quand même dans un métier précaire, donc on a besoin de bosser, donc on est prêt à faire beaucoup de sacrifices, c'est sûr, mais il faut vraiment faire attention à pas se mettre en danger et je pense qu'aujourd'hui, il faut lever le voile sur le fait de si on s'informe, si on pose des questions: «Ah, j'ai passé pour la relou de service», non. Mmh. Non, non, non. Tu vas juste faire attention à toi,
te préserver, te protéger, respecter tes valeurs aussi. Et je pense qu'on sera tous et toutes meilleurs si on est alignés avec qui on est et si on va dans des endroits qui nous permettent de nous sentir en sécurité parce qu'en fait, on est vulnérable quand on est artiste. Donc il faut qu'on aille dans un endroit où en fait, on peut se sentir bien. Il y a toujours cette phrase et cette image que j'aime bien, on dit, «Il faut lâcher prise», sauf qu'en fait, tu peux pas lâcher prise si tu as rien qui te rassure et qui te dit: «Bah, c'est enfin, sécurisant», tu vois? Et je me sens en sécurité. Tu vas pas lâcher prise si tu sais pas du tout où tu mets les pieds. Donc c'est pareil, tu t'informes sur là où tu vas et je pense que c'est vraiment primordial d'en parler et d'oser se renseigner et pas dire: «Allez, je fonce tête baissée», et donc ceux qui savent, se doivent pour moi d'informer, sans se mettre en danger aussi, Bien sûr. mais en tout cas, de devoir, un peu, oui, dire: «Bah, cette personne-là, moi, j'ai entendu des choses, fais attention». Bien sûr, mais il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Ouais, C'est très subjectif et c'est important bah, de le clairement. mentionner. Et vraiment, ben, bravo pour tous ces engagements. Et c'était important de le mentionner, d'en parler et de l'évoquer. On va revenir du coup sur ton actualité avec Zuru, Oui, notamment un grand sujet, le vivre ensemble, oui, qui pour moi est un thème fort. Et c'est ça, le sujet qui incarne ta pièce. Sur le théâtre labruyère.com, il y a écrit: sensibilisant à la différence et à l'inclusion, ce spectacle est accessible à tous, enfants à partir de 8 ans, adultes, personnes en situation de handicap. Un narrateur en langue des signes française sera présent à toutes les représentations. L'inclusivité, c'est réunir tout le monde. Est-ce que ça serait pas ça finalement la clé pour arriver au fameux vivre ensemble qu'on entend partout? ah bah, si, pour moi, oui. Je pense que c'est, j'étais ça me tenait vraiment à cœur d'avoir un spectacle qui pouvait vraiment, ou être ouvert à tous et toutes. Peu importe, d'où tu viens, peu importe ton éducation, peu importe, si tu as un handicap ou pas. Et c'est assez, génial parce que on l'a joué vraiment devant tout type de public. Et il a été reçu et accepté par tous ces publics-là, même sur des jeunes en situation de handicap. On a pu avoir peur de se dire: «Oh là là», de justement de voir un reflet d'eux sur scène, comment ils vont le recevoir? Et en fait, moi, je pense que le théâtre est aussi fait pour, faire des échos et cet effet miroir, je pense qu'on a besoin au théâtre de voir toutes les représentations possibles d'humains. Et je pense que c'est né et je trouve que c'est, enfin moi, c'est vraiment le plus beau cadeau que je peux recevoir, de voir ce public-là, très très large et très différent et qui soit, autant emballé par Zuru, que, toi et moi qui ne sommes pas peut-être, concernés ou en situation, enfin tu vois? Et je pense que c'est un tellement important pour ça. Et d'avoir un narrateur langue des signes française aussi, c'était très important pour moi parce que, bah, à Paris en tout cas, il y a très peu, je ne sais pas combien, mais je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, de spectacles qui sont adaptés pour ces personnes-là, pour les sourds et malentendants. Et pour moi, de parler de handicap et de pas inclure toutes les personnes, enfin en tout cas une majorité de personnes qui sont en situation de handicap pour venir voir le spectacle, ça me paraissait absurde. Et surtout que la langue des signes n'est pas que pour les sourds et malentendants. Par exemple, ma petite sœur, elle a appris à signer, donc justement quand on a un fameux trouble complexe du langage, la langue des signes fait partie, des langues et apprises pour justement apprendre à communiquer. Donc pour moi vraiment c'était, un point d'honneur de vouloir avoir quelqu'un qui puisse, adapter le texte pour que, bah, les gens qui n'ont peut-être pas l'occasion de sortir, qui sont du coup isolés, qui sont incomprises, qui sont mises de côté par la société, puissent quand même avoir ce moment de cette petite soirée, où on parle, d'eux d'une certaine façon et où ils sont mis en lumière. Et je pense que c'est ça vraiment le vivre ensemble, c'est venons, et le théâtre est fait pour ça. On est dans une même salle, on peu importe d'où on vient, on va regarder la même chose, chacun va se faire son histoire par rapport à ce qu'il voit et par rapport à son vécu. Et je pense que c'est à ça que sert l'art, en fait, de manière générale. C'est vraiment inclure les gens et pouvoir le rendre accessible à toutes et à tous. Et en fait, enfin, c'est vraiment né de l'intention de vouloir fédérer tout le monde Complètement. sans distinction, Ouais, ça nous ramène finalement à ce vivre ensemble, on est tous des êtres humains. Finalement, est-ce ouais. que ça serait pas ça le grand message? Ah bah, bien sûr, si on est tous des êtres humains avec, nos difficultés, avec, nos ambitions, avec, enfin, nos complexités, de caractère. Et pour le coup, pendant le temps d'1 h 10, on est tous à la même enseigne et on est tous assis dans un siège à regarder quelque chose et on met de côté notre quotidien. Et à la fin, en fait, on aura vécu un moment ensemble. Et c'est ça que je trouve fabuleux. C'est on ressort nourris tous de quelque chose en plus, ensemble, et on va revivre nos vies et c'est OK, tu vois? Mais je trouve ça chouette de pouvoir effectivement fédérer autour
d'une pièce de théâtre ou d'un film ou voilà. La pièce de théâtre, je trouve que c'est encore plus fort parce que tu as vraiment des humains devant toi, à 1 mètre de toi et en plus nous, enfin avec Zourou, j'adore faire ce qu'on appelle des bords plateaux, donc des échanges avec le public. Et c'est génial de pouvoir discuter à la fin avec eux, où ils ont des questions, tu as souvent les mêmes questions qui reviennent et des fois pas du tout, tu as des choses qui sont assez folles. Et c'est pareil, moi, une des dernières dates de tournée qu'on a faites, il y a eu 2 jeunes en situation de handicap qui ont osé prendre la parole devant tout le monde pour partager une anecdote très personnelle et j'ai été tellement fière de ça, de me dire: «Waouh, il s'est senti suffisamment en confiance, en sécurité». Ça revient sur ce que je disais par rapport même au cadre des violences, de se dire pour justement lâcher prise et dire: «Il m'est arrivé ça, j'ai trouvé ça pas juste, je ne savais pas comment réagir, comment vous réagirez vous?» Et te dire le mec, il parle devant 400 personnes, il prend la parole dans un micro avec son handicap, donc avec sa difficulté de se faire comprendre, son appréhension et la difficulté à communiquer et de dire: «OK, on a réussi à lui donner ce courage-là et à faire en sorte qu'il parle, d'un moment qu'il a pu vivre». Moi, c'était bouleversant et je me dis: «Waouh, on a réussi à mettre une petite pointe d'humanité, je pense, chez tout le monde, sorti de cette représentation» parce que, bah, en fait, voilà, on a assisté à un moment magique et pour moi, ça sert à ça, le théâtre, en fait. C'est hyper beau. En fait, ça va bien au-delà du moment passé ensemble. C'est Oui, accompagner les personnes vers le dépassement de soi, vers l'affirmation de soi, l'acceptation. Et toi, par rapport à ce moment vraiment de cohésion, le temps d'1 h 10, ouais. c'est ça? Si tu dois cibler une émotion que tu aimerais que les gens gardent, ou alors une conversation ou un questionnement en sortant de cette pièce, je sais que c'est pas une question simple, Ouais, ouais. ça serait quoi? T'aimerais réveiller quoi en eux? Hem, Là, ce qui me vient en premier, c'est réveiller leur humanité parce que je trouve qu'aujourd'hui, le monde fait très peur et je pense que, de ressortir avec un petit peu plus peut-être de tendresse, de gentillesse, d'empathie. Ce serait l'empathie, en fait, je crois. Il y aurait, enfin, j'ai envie de te dire plein de mots, hein, empathie, bienveillance, tolérance, enfin bon, il y a mais en tout cas, ouais, de peut-être, changer un peu le regard qu'on peut avoir, sur les autres, cette dureté qu'on peut avoir les uns sur les autres par la différence. Mais la différence, pour moi, elle est ciblée partout, que pas par le handicap, tu vois? Le racisme, c'est parce que les gens sont différents et parce que c'est la peur de l'inconnu, de ce que tu maîtrises pas. Bah, en fait, toutes ces différences-là, c'est de dire: «OK, cette personne, je vais la juger de premier abord parce que ça me fait peur, parce que je connais pas. Peut-être que je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin et je vais, donc changer un petit peu mon regard par rapport à ça». Est-ce que ça serait pas laisser sa chance aux Si, autres, ouais, finalement, si, laisser sa sans chance, oui, biais? oui, En tout cas, bon, humainement, on est obligé enfin, on est obligé, c'est humain d'avoir des biais, même évidemment, inconscients, mais bien en sûr. tout cas, d'essayer de les éviter et juste de laisser sa chance aux autres êtres humains C'est qu'on ça rencontre. et oui, ouais, peut-être laisser sa chance, ça me plaît bien. C'est de se dire, et d'être curieux aussi peut-être. Ça va sur le côté être curieux, c'est plutôt de plaquer quelque chose sur quelque chose, qui, je te dis, nous fait peur ou qu'on ne comprend pas. C'est peut-être se dire: «Ah, allez, je vais peut-être faire un pas et voir, qui est cette personne véritablement». Parce que je pense que aujourd'hui, tout est assez, figé. Les réseaux, tout est fake, enfin tout est et c'est pour ça que je parlais d'humanité, c'est ramener une forme d'humanité et de réalité et dire en fait, les choses peuvent aussi se passer bien. Ouais. Donc et on n'est pas lisse et on est plein, on est très tous et toutes complexes. Moi, ce que j'aime chez les personnes, en situation de handicap comme ma petite sœur, par exemple, c'est qu'ils n'ont pas, toutes les émotions que nous, on peut se complexifier de, l'hypocrisie, je sais pas, enfin, c'est je suis en colère, je suis triste. Au moins, c'est clair, tu vois? Il y a un truc, c'est je suis hyper enthousiaste, c'est hyper beau. Je suis en colère, je suis en colère. Il y a pas de enfin, tu vois? Il y a pas de demi-mesure et cette pureté-là, je trouve qu'on l'a vraiment perdue parce qu'on se camoufle derrière des filtres, parce que, comme on disait tout à l'heure, show must go on et puis on prend sur nous dans les moments où il faut, tu vois? Et je pense que ça nous met des fois un peu dans des automatismes et dans des mécaniques un peu, Fausse. fausses et comme si on était des robots alors qu'en fait non, revenons à notre essence La et pureté. mais complètement et c'est ça aussi où j'ai eu envie d'amener ça, c'est que le personnage de Lola dans la pièce, elle y passe pas par 4 chemins. Tu sais très bien ce qu'elle vit et c'est assez, bouleversant parce que, bah, en fait, c'est à la fois sans surprise et à la fois très beau et très pur parce qu'en fait, nous, humains, heu, qui ne sommes pas en situation de handicap, on s'autorise plus à vivre ces choses-là et je trouve ça vraiment dommage parce que ça crée, des monstres clairement et ça crée,
Je pense une déconnexion et on distend un lien entre nous et une vraie tendresse et un vrai, amour en fait entre les humains et je pense que c'est triste et que ça nous mène à notre perte complètement. Donc si on peut, revenir à cette essence et cette pureté, allons-y gaiement parce que je pense que c'est vraiment ça qui fait, que la beauté de l'humanité de manière générale. Bien sûr, et ça amène surtout aussi à voir le handicap sous, un spectre, je dirais pas réaliste, mais, en tout cas humain, mais réellement avec tout ce que ça a de touchant, tout ce que ça a, d'émotionnel, sans aucun côté pathos et de casser tous les stéréotypes et tous les tabous qu'on peut avoir sur le handicap. J'ai prévu des questions à ce sujet, mais d'abord je voudrais te poser une question, liée à ce que tu viens de dire, Ouais, parce que sinon après on va trop avancer et je sais que je vais oublier. Tu as employé un mot très fort qui est l'empathie, tout ouais. à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer selon toi, le prisme du handicap à travers l'empathie, spécifiquement? Dans la Hem, société aujourd'hui, tu estimes que, est-ce que réellement il y a assez d'empathie, il y a assez de bienveillance envers les personnes en situation de handicap? non, non, je trouve pas. Hem Je pense qu'il y a un vrai manque ouais, d'empathie vers quelque chose que bah, comme on disait, que tu connais pas et qui peut faire peur aussi. Parce que, les personnes en situation de handicap, tu en as certains qui ont des handicaps invisibles, d'autres c'est plus visuel, enfin physiquement tu les vois et donc ça fait des personnes qui peuvent être un petit peu, qui sortent des critères de beauté, on va dire et donc on n'a pas envie de les regarder. Et c'est le pire, je trouve, de fuir ce regard-là, de fuir mais comme par exemple les clochards ou tous les gens qui sont là enfin tu vois, sans domicile fixe. On se déteste quand on refuse de les regarder parce qu'on se dit: «En fait, ça me ramène à une impuissance et à quelque chose que je veux pas maîtriser» et alors que quand tu entends des interviews d'eux, ils disent: «Bah nous, le mieux, c'est enfin, ce qui nous tenir, c'est les gens qui nous regardent et qui nous montrent qu'on existe». Un sourire, Ah pas exactement, juste plus, un hein. sourire et je pense que c'est pareil pour les personnes, en situation de handicap, d'avoir un regard, de les faire de leur montrer qu'ils existent, qu'ils sont pas invisibles et je pense que l'empathie vient de là et aussi d'essayer de trouver de sortir nous de: «Moi je fonctionne comme ça, je discute comme ça, c'est comme ça pour moi». Non, en fait, c'est pour la personne en face, mais que tu sois d'ailleurs en situation de handicap ou pas, hein. C'est de dire: «OK, comment là on peut trouver un moyen d'évoluer ensemble, de communiquer ensemble et comment je m'adapte?» En fait, l'empathie vient aussi du fait de s'adapter à l'autre, et d'essayer de le comprendre. Le regard des autres, il est extrêmement violent. Moi, je le dis, souvent, j'ai appris enfin, je me suis rendu compte que ma petite sœur était handicapée à cause des autres. C'est-à-dire que je savais qu'elle l'était, sauf que au quotidien, tu es avec cette personne-là, tu évolues avec cette personne-là. Moi, j'étais tellement fière de ma petite sœur, je voulais une petite sœur, je la mettais sur mes listes d'anniversaire et de Noël. Enfin, si tu veux, c'était vraiment genre mon objectif. Je l'ai eu tardivement. J'avais 12 ans quand elle est née, donc j'étais grande, mais c'était pour moi le plus beau cadeau du monde et en fait, quand j'apprends qu'elle est différente, ça effectivement, ça met une petite bombe dans la famille, ça chamboule, complètement le schéma familial, mais je suis fière. Enfin, tu vois, il y a quelque chose où je me dis: «C'est pas grave, j'ai ma petite sœur, j'ai ce que je voulais en fait et ça va le faire» et en fait, c'était je sais plus quel âge elle avait, elle devait avoir 3 4 ans et on va à un mariage, d'amis de mes parents et tu as des enfants qui sont à peu près du même âge que ma sœur, qui veulent jouer avec elle, mais c'est pareil, les enfants, ils ont cette pureté-là, ils se posent pas la question, ils veulent jouer avec, enfin ma sœur, Mmh. même si elle a une démarche un peu bizarre, qu'elle bave, donc c'est pas très sexy ni voilà, mais bon voilà, ils étaient, bon, elle a d'à peu près notre âge, on va jouer, quoi et tu as les parents qui ont chopé leur gamin. Ils disent: «Ah, qu'elle nous approche pas, qu'elle nous appro» comme si elle allait les contaminer, tu sais? Là, moi, j'ai vrillé, donc je devais avoir 15 ans. Et en fait, j'ai une rage qui m'est montée et j'ai eu un même encore aujourd'hui, j'ai eu un truc de waouh, j'ai sorti les griffes, scorpion, j'ai voulu défoncer tout le monde, tu sais? Et mes parents m'ont dit: «Back up», mais moi, c'est la première fois enfin, je les ai insultés, j'ai été enfin, je suis pas sortie de la chambre pendant le mariage, enfin bref, j'étais dans une rage folle de me dire: «Mais à quel moment, enfin, déjà vous balancez ça, à quel moment vous êtes stupide, à quel moment vous éduquez vos enfants comme ça?» C'est ça. et ça m'a fait vraiment flipper et c'est à partir de là où je me dis: «OK, ça va être compliqué en fait. Ça va être dur pour ma sœur, pour nous, beaucoup plus pour ma sœur que pour nous, mais quand même, tu évolues avec cette personne-là qui grandit à pas de fourmi, qui sera jamais autonome, qui comprend quand même qu'elle est différente. Ma sœur, elle le sait.
elle a des crises, elle sait qu'elle est rejetée, qu'elle peut avoir, même si elle le communique pas, tu vois que c'est quelque chose qu'elle a compris. Mais, moi, en tout cas, à ce moment-là, ça a été vraiment la bascule de me dire: «Waouh, OK, les gens sont méchants, en fait». Les gens peuvent être extrêmement violents et donc ouais, j'appelle à l'empathie dans ce moment-là, de dire, en fait, c'est hyper violent de le découvrir comme ça, de se le prendre en pleine gueule et cette méconnaissance du handicap aussi, parce que c'est ça, tu Cette dis peur? ouais, cette peur et ce truc comme si je te dis, elle allait les contaminer. Ouais, Tu dis: ouais. «Mais, enfin, mais ça montre bien qu'il y a un manque de visibilité», parce qu'encore une fois, si on était informé un peu plus, je pense, j'espère qu'ils auraient pas réagi comme ça aussi, tu vois? Mais comme c'est des choses qu'on met de côté, qu'on n'assume pas, bah, voilà, c'est quelque chose qui, du coup, fait peur parce qu'on ne connaît pas. Mais en fait, ce que tu pointes, c'est l'importance de l'éducation et à quel point on revient sur cette idée de pureté. Les enfants sont purs. Il n'y avait aucun sujet pour les enfants Ah d'aller bah, jouer non, avec ta sœur. non, Et le drame, finalement, c'est ces parents qui inculquent à leurs enfants la peur des personnes en situation de handicap. complètement. Aujourd'hui, pour toi, l'éducation, l'école, ça a quel rôle à jouer dans l'inclusivité? Parce que c'est un terme qu'on entend un peu partout, la diversité, l'inclusion. Quel rôle l'éducation a là-dedans? Ah bah, pour moi, l'éducation, elle a tout son rôle, en fait, que ce soit à l'école, que ce soit, dans tes activités extrascolaires, que ce soit à la maison. Je pense que c'est tellement important, dès le plus jeune âge de parler de toutes ces choses-là, de toutes ces différences-là. Mais du coup, pareil sur, tous les médias, tout ce qu'ils peuvent voir comme, dessins animés, comme films. Il faut qu'il y ait cette visibilité et visibilisation de toutes les différences. Il y a toujours ces débats de, pourquoi en fait on va faire une petite sirène, de couleur noire. Ben pourquoi pas en fait? À quel moment c'est marqué que c'était pas Grave. OK? Ouais. Enfin, tu vois, il y a des trucs, tu te dis: «Mais pourquoi en fait on reste encore dans nos vieux carcans traditionnels qui montrent bien que quand même ça crée des conflits concrètement, il y a des choses qui merdent», tu vois? Et là, tu te dis: «Bon, en fait, évoluons un petit peu et enfin, soyons un peu plus enfin, justement ouverts à changer, ouais, les traditions et de se questionner sur, dans quel monde en fait, se questionner sur dans quel monde j'ai envie que mon enfant grandisse. Et pour ça, je pense que c'est le devoir certes des parents, mais vraiment, l'éducation nationale dans leur programme, d'avoir, toutes ces notions-là et de questionner les enfants parce que les enfants, ils ont envie de savoir. Ils ont envie de comprendre. Ils grandissent avec ce qu'on leur dit et je pense qu'il faut les amener à cette curiosité de savoir qu'est-ce qu'est l'autre, pourquoi il est différent, pourquoi, hem et tu as certaines classes où ils ont justement des autistes ou des gens en situation de handicap. Pour moi, ça devrait être partout. Il devrait pas avoir, enfin, alors ça dépend du handicap, certes, mais pour moi, tout le monde devrait être mélangé. C'est-à-dire, on va arrêter de diviser encore une fois dès le plus jeune âge. Donnons une visibilité à ces gens-là et apprenons ce fameux vivre ensemble dès l'école, en fait, Mmh. et à la maison donc ouais, pour moi, c'est un travail, mais essentiel, tout comme, le consentement. Voilà, ça, c'est pareil, tu dois l'apprendre dès le plus jeune âge. En fait, si on veut éviter, toutes les dérives, toutes les violences, quelles qu'elles soient, il faut qu'à l'éducation nationale, écoutez-moi, mais je suis pas la seule à le dire, hein, mais voilà et que même les parents aient cette responsabilité-là. Parce qu'il y a souvent, moi, le nombre de parents qui disent: «Ouais, mais à l'école, ouais, mais moi je sais pas, ouais, mais» renseigne-toi en fait. Tu as décidé de mettre au monde des gens, qui vont, faire le monde de demain. Donc en fait, c'est à toi aussi. Tu as une méga responsabilité, sur le fait de comment tu éduques, comment tu le fais évoluer, comment tu l'interroges, comment tu le nourris en fait. Ils ont besoin d'être nourris et pas que par des écrans et pas enfin ou alors des écrans intelligents où tu leur montres vraiment les choses spécifiques pour les amener à évoluer et il y a ça qui fait flipper aussi, le nombre de gamins, tu vois collés à leur écran où ils ont des retards du langage ou parce qu'ils sont, complètement, omnibulés par l'écran et ça crée pas des gens, malheureusement, qui vont devenir empathiques, qui vont apprendre la différence, qui vont être, en lien avec les autres. Ça les isole encore plus et ça, c'est pour moi, c'est tellement terrorisant de se dire que ces gens-là vont grandir seuls, évoluer seuls ou en apprenant à écraser les autres plutôt que de vivre ensemble. Vite, vite, réparons les choses dès qu'on peut et je pense que, ouais, tout le monde, encore une fois, a cette responsabilité-là, même quand tu es une tante, tout ça, de vraiment prendre Ce ce rôle. rôle à bras le corps, en fait. Bien sûr. Et chacun, individuellement, sociétalement, pour aller vers une société plus inclusive, d'ailleurs, ça m'intéresserait que tu me dises si,
de ton point de vue, on est dans une société inclusive. Comment on peut faire? Comment on peut faire pour, chacun à notre rôle, créer cette inclusivité? Je pense que ça dépend, enfin, déjà en s'informant sur ce qu'est l'inclusivité, sur pour toi, qu'est-ce qu'est l'inclusivité? Hem, Après en fonction du travail que tu as. En fait, je pense que si on veut inclure les gens, c'est comme on disait, ne serait-ce qu'un regard, ne serait-ce que se renseigner ou ne pas, parce que par exemple, si on croise, je sais pas, une personne trans, si tu la regardes, vraiment méchamment ou que tu vois qu'elle se fait tabasser ou j'en sais rien, bon, c'est difficile quand tu es en cas de violence parce que ça dépend de la situation et il faut pas non plus se mettre en danger, mais en tout cas d'alerter, hem, ou de pas, ouais, de pas fuir le regard, d'être dans un truc déjà ça, ça fait exister cette personne-là, ça montre un truc de: «OK, je te vois, tu existes et tu es tel que tu es et c'est OK». Rien que ça, en fait. C'est pas grand-chose, ça coûte rien. Voilà, après c'est, être curieux encore une fois, de vraiment d'aller voir un maximum de choses, de pas, tu fan de films d'action, de regarder que des films d'action. Non, vas-y, regarde d'autres choses aussi, peut-être que ça va te faire évoluer un peu sur les choses et après, dans ton travail, ça dépend le poste que tu as, mais je pense que il y a ce côté déjà, parité homme-femme ou égalité, enfin OK, mais je pense qu'il faut trouver une forme d'équilibre aussi dans, personnes en situation de handicap, que ce soit pas juste: «J'ai un quota, donc il faut que j'ai des personnes en situation de handicap». Non, on arrête de Ouais, mettre bien des sûr. quotas, c'est normal en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait, on va C'est prendre des les gens. ouais, voilà et puis c'est les humains pour les compétences, leurs compétences. Effectivement, ils ont peut-être pas les mêmes, ils ont peut-être mais bon, on peut leur trouver une place sans avoir dire: «J'ai besoin qu'on me mette un petit coup de pression pour que ces personnes-là» mais tu vu, je suis une personne bien, hein, parce que du coup, j'ai respect oh non, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Donc je pense, ouais, cette inclusivité, elle doit être de partout, même, dans la visibilisation, pardon, sur, bah, la mode, sur, les arts, et puis même dans les personnes, qui nous gouvernent, en fait. Pourquoi, Bien c'est que sûr, des hétéros mais cisgenres, blancs complètement. qui nous gouvernent Non, mais principalement? complètement. Ce serait bien que ça change un petit peu, mais ça on voilà, on n'en est pas encore. Mais en fait, alors ton discours déjà, il est essentiel parce qu'on idéalise un peu le terme inclusivité en mode c'est un mot valise qui inclut forcément des grandes idées. Non, comme tu dis, ça peut être un sourire, ça peut être ne pas stigmatiser, Exactement. ne pas juger. Mais c'est essentiel de le rappeler, donc je te remercie. Moi, je voudrais te faire réagir sur une énorme incohérence liée au sujet du handicap. Alors, le handicap, c'est un sujet qui n'est pas sexy. Ça, on le sait en France et probablement même universellement. Et pourtant, en France, c'est 14,5 millions de personnes de 15 ans ou plus qui sont en situation de handicap. La source, c'est handicap.gouv, donc on peut difficilement faire, Oui, plus voilà, officiel. plus officiel, c'est difficilement contestable et pourtant, encore une fois, c'est un sujet qui est encore très tabou avec, comme tu l'as dit, très, très peu de représentation. C'est surtout ça le vrai problème. Comment tu l'expliques? Qu'il y ait aussi peu de représentation et qu'il y ait autant de tabous encore? Bah, comme tu l'as dit, c'est pas sexy, c'est pas glamour, c'est quelque chose qui Autant de bah, gens bien sûr, pourtant? ouais, mais il y a vraiment ce truc-là de, on a besoin on revient sur tout ce qu'on disait sur le côté lisse, le côté joyeux, le côté et donc du coup, d'aller, chercher, les choses moches de notre humanité, parce que c'est pas enfin, je pense que même si on apprend beaucoup, moi j'ai appris beaucoup en ayant une petite sœur en situation de handicap, ça a son lot, de fardeau, ça a son lot de stress, ça a son lot enfin, ça complexifie beaucoup de choses. Donc c'est pas, effectivement, glamour, mais je pense que ça nous ramène à quand même une forme de bienveillance. Ça te fait un petit recul sur toi et sur ta vie, de voir la vie différemment aussi. Je pense que, ce qui fait peur, c'est qu'il y a aussi tellement de handicaps. Tu as dit 14 000 000, c'est ça? 14,5 Et millions, bah, ouais, en de fait, 15 ans ou plus. bah, voilà, donc en fait, tu as 14,5 millions de personnes qui ont sûrement des handicaps très différents. Donc comment tu les montres? Parce qu'aujourd'hui, on est très, on entend parler enfin, tu as quand même certains handicaps qui sortent du lot, on va dire. Tu as la trisomie 21, les autistes, on en entend parler. Mais après, tu as tous les autres. C'est un pourcentage qui reste minime par rapport aux 14,5 millions. Et là aussi, c'est que comme il y a pas forcément de nom pour tous les handicaps, bah, en fait, on a besoin d'étiquettes, on a besoin, tu sais, de mettre les gens dans des cases et sauf que ces gens-là, on peut pas les mettre dans les cases parce qu'en fait, ils ont à la fois des troubles qui peuvent ressembler à l'autisme, mais ils sont pas autistes. Ils ont, quelque chose qui est similaire à la trisomie 21, mais ils sont pas, trisomie 21 donc ah bah, on sait pas où les ranger, bah, on va les mettre,
tous de côté parce que c'est un peu, du coup, compliqué de savoir, ce qu'on en fait, tu vois? Et ces gens-là sont, du coup, isolés, pour la plupart laissés à leurs parents, puis après à leurs frères et sœurs, enfin et donc on est tous et toutes, donc la famille y compris, mises de côté parce qu'en fait, bah, on ne sait pas quoi faire de vous, en fait, concrètement et on vous voit à peu près, mais comme on ne sait pas trop qui vous êtes et quelles sont vos problématiques, bah, on vous met de côté. Mais en fait, tout ça, c'est un grand problème. C'est le fait, et je reviens sur la réponse précédente aussi que tu avais faite, parce que ça se rejoint complètement, qu'on prend pas le temps, en fait, de voir Bien l'humain. sûr, C'est, tu vois, tout à l'heure, ça rejoint ce que tu viens de dire. Tu disais, oui, voir les compétences et pas le quota. Oui, mais pour ça, il faut prendre le temps de regarder les gens et de voir ce qu'ils valent et pas de se dire c'est trop compliqué. Parce qu'il y a aussi beaucoup cette objection dans le handicap, c'est on n'a pas le temps ouais, de regarder ce qu'ils peuvent faire de plus. On recherche, entre grosses guillemets, quelqu'un d'universel bien sûr. Ah bah, qui complètement. peut tout faire, sauf que ces personnes-là ont un talent. C'est juste que c'est un talent qui est peut-être moins perceptible, mais qui est différent. Ça demande plus de temps et d'humanité, en fait, d'arriver à s'adapter, enfin, pas à s'adapter, mais en tout cas à vraiment regarder Bien le sûr. potentiel et les compétences des personnes en situation de handicap. Complètement, je pense que chacun, enfin, là, sans aller dans un côté spirituel, mais il y a ce côté, je pense qu'on a chacun une place dans ce monde, peu importe ta place. Et peut-être que ta place, ce sera, je sais pas, de juste toi, ta compétence, tu peux juste en fait ranger les croissants et les pains au chocolat, voilà, parce que t'as un tic et c'est juste, Et on bah, en a voilà besoin et aussi. on en a besoin aussi, en fait et après, il y a aussi qu'on est dans une société capitaliste et il faut vite aller, voilà, on va pas non plus tout changer du jour au lendemain. Mais c'est évidemment inviter les gens à changer de regard par rapport à ça et quelle est leur place, leur trouver une place. Là, aujourd'hui, tu vois, je prends l'exemple de ma sœur qui va avoir 20 ans l'année prochaine. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour elle nulle part en institut. Il n'y a pas de place pour les gens comme ma sœur qui ont un handicap rare parce qu'en fait, bah, elle sera, comme je t'ai dit, jamais autonome, donc elle ne pourra jamais travailler. Donc en fait, ça devient le poids de la famille et ça devient, quelqu'un qui va rester, chez elle où ma mère, elle va toujours stimuler et tout, mais si tu veux, il n'y a pas d'aide pour ces gens-là. Il n'y a pas de place. La société ne propose rien à ta sœur, hein. Non, Elle n'a pas de place, hein. non, non, non. C'est aberrant. Tu je crois, une institut, mais où il y a 10 places, donc on ne ouais, ouais, non, non, mais c'est flippant. Ou alors tu as des pensions en Belgique ou en Suisse, mais donc du coup, c'est des pensions où tu revois souvent plus la personne, où c'est très, très et pour le coup, c'est pas ce qu'on envisage pour ma sœur, tu vois? Mais il y a pas de solution. Et les aides de l'État, pour le coup, les fonds privés et publics sont, pour la plupart distribués, aux autistes ou aux trisomiques, ce qui est super pour eux. Sauf qu'encore une fois, les autistes, par exemple, représentent 1 des personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement. Donc c'est beaucoup et en même temps, qu'est-ce qu'on fait des 99 autres, tu vois? Et c'est là où c'est flippant, c'est qu'encore une fois, comment tu veux ça rejoint tout ce qu'on dit, comment tu veux amener cette empathie, comment tu veux amener cette visibilisation si même dès le départ, ces places-là, ces gens-là, à partir d'un certain âge, on vous met encore plus de côté parce qu'en fait, c'est pas trop quoi faire de vous et il y a rien pour vous accueillir pour quand vous êtes adulte. Parce qu'en fait, vous n'allez rien apporter à la société. Vous n'allez pas apporter ni de l'argent, ni, enfin, vous pas d'argent, en fait, concrètement et au contraire, peut-être que vous allez, nous prendre un peu d'aide et minime quand même, mais voilà. Donc c'est un peu flippant de se dire, comment qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce qu'on fait? Si je comprends bien, on se repose beaucoup trop sur la famille. Ah bah, bien sûr. Et dans ton travail, toi, tu as quel regard et tu donnes quelle place au rôle des aidants? Bah, un rôle essentiel et pas assez pareil visibilisé. Non. C'est-à-dire que On en attend trop. on en attend beaucoup et puis tu sais, on considère que comme, bah, tu le cocon familial, c'est ton rôle. Sauf qu'en fait, tu le décides pas, tu vois? Ce rôle-là, c'est on te l'impose. Heu Moi, je sais que ma sœur, à un moment, je vais finir par la récupérer et c'est un peu flippant de se dire, qu'il y a un point de rendez-vous qui va m'être donné un moment, je ne sais pas quand, mais voilà, je serai en charge d'elle et parce que j'ai pas le choix et même si je l'aime d'un amour inconditionnel, tu te dis: «Bah, ouais, c'est peut-être pas ce que j'avais envisagé aussi» et ça demande, ouais, beaucoup de sacrifices, de dévotion. Je le vois avec mes parents, je le vois avec, des proches qui sont aussi dans les mêmes situations. Ça te fait revoir tout ton monde Bien sûr. et tu laisses beaucoup de plumes, beaucoup de patience, et tu te sens très seul aussi, justement par le manque, d'aide et je trouve que on se repose trop sur ces gens-là sous prétexte que, on aime
Et sauf que l'amour est certes inconditionnel, mais il est pas inépuisable à un moment et quand on est seul, c'est dur et ça nous isole encore plus et je trouve que ça devient dangereux parce qu'en fait, tu n'évolues plus, ouais, tout ton monde tourne autour de cette personne qui est différente et je pense que je pense qu'on a besoin d'avoir un regard de l'extérieur positif, pas quelqu'un qui est voilà, violent avec toi, mais en tout cas, on a besoin de se sentir soutenu. Et là, on dit: «Bah non, en fait, c'est votre famille, on va rester dans restez dans votre truc, Ouais, ouais. allez». Alors que c'est souvent, bah, tu pars plus en vacances, tu sûrement pas de vie, personnelle, amoureuse, parce que pareil, si tes parents, mo dans une parce que l'histoire de Zuru, quand tu es, dans une situation monoparentale, va trouver, un compagnon, une nouvelle, compagne quand tu Mmh. as déjà un enfant à charge et ça, c'est difficile aussi, de d'accepter. Moi, par exemple, mes parents, ils sont séparés maintenant. Ils ont divorcé il y a pas longtemps, mais donc c'est rigolo parce que j'ai écrit Zuru avant qu'ils soient séparés et j'ai le rôle d'une belle-mère dans l'histoire. Mes 2 parents aujourd'hui qui ont refait leur vie, pour eux, la priorité, c'était trouver quelqu'un qui acceptait la situation avec ma sœur et ça n'a pas été évident parce que de dire en fait, bah, on l'a la moitié du temps, c'est une jeune fille qu'on va avoir souvent et quand tu es dans ta deuxième jeunesse parce que c'est ta deuxième vie, de couple et tout, à 60 ans, tu refais ta vie, tu as justement dit: «Bah, j'ai plus d'enfants à la maison, vas-y, on YOLO, on part en voyage». Bah, non, là, en fait, est-ce que tu acceptes, tu m'acceptes telle que je suis, est-ce que tu acceptes mon plus sain qui sera, Bien sûr. toujours présent? C'est un Et package. c'est un package et c'est pas évident, parce que, là, ils ont trouvé 2 personnes formidables qui acceptent ces conditions, mais pour beaucoup, ça n'est pas le cas et ça sort d'un idéal qu'on peut avoir de la famille aussi, de comment on construit une famille et ça pareil, je pense qu'on a besoin et c'était aussi ma volonté avec Zuru, de montrer qu'en fait, il y a, plein de versions de familles différentes, plein de possibilités différentes, qu'on peut tous et toutes trouver notre place à cet endroit-là. Et c'est sortir, ouais, papa, maman, les enfants, tout est beau et rien qui finit bien et Complètement. C'est clairement c'est pas si, voilà, voilà. c'est pas si straight que ça. Moi, je me mets surtout à la place de ta sœur, en fait, quand je t'entends, de me dire, les personnes qui, du coup, sont, entre guillemets, «une charge», et même si c'est pas forcément entre guillemets, hein, pour la famille, qu'est-ce qu'elles doivent ressentir? Ta sœur, elle te l'exprime un petit peu? Parce que je suppose que vous l'aimez plus que tout, donc vous Oui, faites au maximum, bien sûr, pour qu'elle ne le sente pas, mais elle est tout sauf bête, elle sent que elle est un élément central de votre organisation? oui, je pense qu'elle le sent. Je pense qu'elle le sent. Après, elle ne s'exprime pas, enfin, elle a pas de mots, elle a 10 mots de vocabulaire, donc si tu veux, ça réduit beaucoup. Elle écrit? Non. Ah non, 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 elle est vraiment, si tu veux, elle va avoir 20 ans, mais elle a 3 ans d'âge mental. Donc si tu veux, elle est très, très, très réduite. Après, elle sait s'exprimer, mais je pense que Tu penses qu'elle est consciente oui, je de pense qu'elle ce comprend. qui se passe en Oui, termes oui, d'organisation, et cetera? elle comprend parfaitement, tu vois? Par exemple, quand mes parents se sont séparés, elle a très vite compris qu'ils étaient plus ensemble, que c'était un week-end chez maman, un week-end chez papa. D'accord. Elle a accepté les règles, complètement, tu vois, du jeu. Et puis même, le spectacle, elle a compris que c'était sur elle. J'aime Ouais, bien cette petite je anecdote comprends. elle est venue voir le spectacle 3 fois, parce que le surnom de ma sœur, c'est Zouzou. Donc si tu veux, Zourou, Zouzou, bon, il y a un petit clin d'œil là-dedans, si tu veux, mais heu donc la première fois qu'elle est venue, dès qu'on disait Zourou sur scène, elle était morte de rire. Donc tu dis: «Bon, OK» Ouais. et la troisième fois qu'elle est venue, quand même, elle est venue saluer. Ah ouais? Elle s'est levée et elle est venue saluer. Incroyable. Donc tu te dis: «Waouh, c'est quand même fou ce qui se passe dans sa tête» Ouais. et elle se fait des enfin moi j'adore la regarder parce qu'elle est quand elle joue, elle adore les bébés, les poupées, les poupons, elle en a une quantité, astronomique qu'elle appelle les aïe aïe aïe, voilà. Parce que j'ai eu le malheur quand elle était petite, sans savoir que ça allait rester bloqué, de lui apprendre atchik atchik, aïe aïe aïe. Voilà, le aïe 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 fait partie de ses mots de vocabulaire et elle les a assimilés à ses bébés, donc c'est ses aïe 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 OK. et elle se raconte des histoires avec. Tu la vois faire: «Ah bah, bah», comme un bébé, hein, enfin comme une jeune fille de 3 ans à se faire des histoires, donc elle a tout un imaginaire qui est assez fou et je pense qu'elle comprend, quand même elle, quand elle n'arrive pas à ce qu'on la comprenne, elle s'énerve et elle va s'enfermer dans sa chambre. C'est frustrant pour elle de ne pas réussir à faire passer les émotions et je pense qu'elle sent aussi que pour une bah, quand ma mère, mon père, même mon frère ou moi, on peut perdre patience de dire: «En fait, là, c'est trop» et elle le sent. Mais après,
Elle le sent comme on peut perdre patience avec n'importe qui aussi. Je sais pas si elle a une conscience plus de: «Ah, il perd patience parce que je suis en situation de handicap». C'est juste: «Il perd patience parce que là, il y a un truc où on n'arrive pas à communiquer et c'est trop et voilà», tu vois? Hem, mais oui, je pense que, elle voit bien, autant quand elle était plus jeune, elle allait un peu, on va dire, avec des enfants un peu au forcing, à vouloir jouer avec eux. Aujourd'hui, elle sait que elle va se faire, malheureusement, recaler, si tu veux. Donc elle reste sur le elle reste en retrait. Je trouve ça triste, mais elle a compris. Ouais, ouais, elle a cette confiance, mais c'est important aussi de parler de l'autre partie, Mmh. parce que évidemment, bien sûr que les aidants, la famille, enfin, il y a une empathie à avoir de par la charge Bien qu'ils sûr. ont, de par, justement du système, Oui. qui ne les accompagne pas suffisamment. Mais il y a aussi ces personnes-là en La situation de handicap sensibilité, qui sont au milieu de tout ça bien sûr. et qui souvent comprennent et sont un peu, entre guillemets, «spectateurs» Oui, de leur propre vie parce c'est qu'ils vrai. sont prisonniers d'une situation. Ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est des discours aussi qui peuvent vraiment amener à avoir justement cette empathie, un regard différent que tu apportes complètement dans ton travail. Et justement, le temps passe tellement vite. Oui. Je passe un moment incroyable Moi avec aussi, toi. c'est génial. Vraiment, c'est trop, trop bien. Et il y a un article de Politique Magazine qui a décrit ton travail. Et c'est pour ça que je suis ravie de finir sur cette note. Et j'ai hâte que tu me commentes ce qu'ils ont dit. Ils ont dit: l'émotion et la poésie, partout présentes, accompagnent l'espoir. Ils ont écrit ça au sujet du coup de Zuru. C'est l'espoir de quoi que tu aimerais transmettre avec la pièce? L'espoir de, bonne question. Quel espoir j'ai envie de Et entre parenthèses, la poésie, c'est un terme qui revient énormément dans toutes les critiques au ouais. sujet de ton théâtre, hein. C'est ce ressenti que tu as mis beaucoup de poésie à travers le sujet du handicap. Bah, parce que j'avais pas envie, pour ce qu'on disait, de stigmatiser, de plaquer et il y a toute une légende justement dans le spectacle qui est abordée sur, le fait de plier des origamis et si tu plies 1000 origamis, ton vœu se réalisera. Ah, je savais pas, Donc OK. cette poésie vient de ça et en fait aussi pour revenir aussi sur les émotions et justement qui peuvent être, des personnes en situation de handicap qui peuvent être mises de côté alors que leur ressenti est hyper important. Dans la pièce, la poésie aussi, elle est née du fait que le personnage de Lola, par la danse et par des vidéoprojections, on accède à tout ce qu'elle peut ressentir et qu'elle n'arrive pas à exprimer. Donc il y a aussi cette, côté très imaginaire, très onirique, qui nous amène à savoir un peu ce qu'elle traverse. Donc moi, c'était important pour moi aussi d'amener un peu de légèreté là-dedans et de poésie et l'espoir, il vient du fait que, hem, elle va progresser. Peut-être pas là où le père a envie qu'elle évolue, peut-être pas, mais il va y avoir quand même une marge de progression et elle va découvrir des choses qu'on n'aurait pas imaginées au début de la pièce et je pense que ça, c'est cet espoir-là que j'ai envie d'insuffler, de dire en fait, on a tous, envie de bien faire. On a tous envie, de croire à une de croire en l'autre, de soutenir l'autre, mais en fait, des fois, ça ne nous appartient pas et il y a une magie qui s'opère et il faut faire confiance à cette magie-là. Donc ouais, j'avais envie d'amener, cet espoir à la bienveillance, à la tolérance, de dire qu'en fait, on a tous notre place et on peut tous trouver, un terrain d'entente et une communication et voilà, c'était un peu cette envie-là, que je voulu transmettre humblement. Humblement, avec beaucoup d'efficacité, finalement, on a tous un rôle à jouer pour le vivre ensemble. C'est ça Complètement, un peu l'idée, clairement. hein. Ouais. Avec beaucoup de poésie, c'est ce que tu transmets dans Zuru, qui est au Théâtre de l'Œuvre. Donc, je le rappelle, pièce dont tu es la metteuse en scène Et autrice. et autrice, oui, bien sûr. C'est très important de le préciser. Merci mille fois pour Merci à tout ce toi. que tu apportes à la société en termes de libération de la parole, d'un tabou qui ne doit pas en être. Et voilà, de juste se réunir pendant 1h10 et de réfléchir, se questionner et juste s'humaniser un petit peu plus. Complètement. Et comme tu l'as dit, on en a bien besoin, surtout en ce moment, dans la société. Merci mille fois pour ce Merci à toi. moment. T'as passé un bon moment? Ouais, de ouf, merci à toi. Ah, trop stylé. Ça s'appelle Check le média. Est-ce que ça te va si on se fait un petit check de fin? Allez, vas-y. Let's go.